Eh bien, bienvenue à la table ronde de notre événement GV Days à La Ruche aujourd'hui. Donc, l'objectif de cette table ronde est de réunir des industriels membres de La Ruche pour échanger autour de problématiques et donc techniques et d'applications industrielles des AGV, AIV, AMR, voilà, qui sont démontrés aujourd'hui pendant ces 2 jours à La Ruche. Donc de Bertrand Félix, responsable des projets et des partenariats à La Ruche. J'ai la chance d'être bien accompagné aujourd'hui par 4 industriels. Donc dans l'ordre d'apparition, Jean-François Depape, directeur du développement et patron de 2 usines à Lyon pour le groupe Aldes. Ambroise Guéquière, du groupe SEB, responsable 4.0, I 4.0 du groupe. David Tissot, qui nous vient de Bourg-en-Bresse, donc, qui est responsable du service équipement industriel et en charge de l'innovation pour l'usine véhicule du groupe Volvo Renault Trucks. Et enfin, Pascal Roche, donc, qui est ingénieur méthode et qui travaille sur l'architecture logistique et qui, en ce moment, travaille étroitement en développement de plateformes produits, dont l'Active Shuttle, qui est démontré aujourd'hui dans le shop floor de La Ruche. Voilà, donc comme on le disait en introduction de l'événement de ce matin, la technologie est là, on s'en rend compte très très clairement. Maintenant, c'est l'application dans l'usine qui va compter. Donc les questions que, messieurs, je vais vous poser, c'est si vous pouvez vous présenter ainsi que votre entreprise succinctement, de nous dire où est-ce que vous en êtes dans l'application, l'utilisation des AGV, et surtout, dans quel contexte et pourquoi vous faites ça. Bonjour à tous, Jean-François Depape, Aldes. Donc merci Bertrand pour la première question. Donc Aldes est une société familiale lyonnaise créée en 1925. Notre mission, c'est de contribuer à prendre soin de la santé et du bien-être des occupants des bâtiments par 5 domaines d'activité. Donc le confort acoustique, le confort thermique, la qualité d'air intérieur, l'aspiration centralisée de poussière et la protection incendie. Notre contexte actuel, on est en pleine transformation, donc comme beaucoup d'industriels actuellement. Les transformations nous servent à garantir la satisfaction de nos clients et surtout d'améliorer notre performance. Et on a vraiment plaisir aujourd'hui à se projeter en avant. On a une vraie dynamique d'entreprise sur un certain nombre d'initiatives de transformation. Donc, comme par exemple, on vient d'investir dans une cellule de prototypage rapide avec des coupes laser et puis de l'impression 3D. Avec comme objectif, c'est vraiment de développer le plus rapidement possible nos produits. On a des projets de faire de la préparation de robots avec un robot et couplé avec de la vision. L'objectif, c'est aussi de réduire les erreurs, de faciliter la préparation, diminuer les TMS, etc. On a des projets de supervision de machines. Et on a actuellement aussi de la traçabilité interne. Alors pourquoi les AGV en fait, les AIV? Donc c'est vraiment profiter pour nous des nouvelles technologies, des apprentissages pour accélérer la mise à disposition des produits. Donc nos produits deviennent de plus en plus intelligents, ils sont de plus en plus connectés et personnalisés. C'est une vraie différence par rapport à quelques années. Et ce qui explique à l'intérieur, en fait, on va utiliser beaucoup plus de composants qu'auparavant. Donc on vient sur des thématiques d'AIV. Merci Jean-François. Je me tourne vers Bosch Rexroth. Pascal, est-ce que tu nous en peux dire plus sur ce sujet? Oui, donc bonjour à tous. Sur le site de Bosch Rexroth, on est donc constructeur, on développe en fait et on produit des systèmes de commande pour les engins de travaux publics. Nous bénéficions aussi, comme l'ensemble des sites Bosch Rexroth, de l'ensemble de la technologie Industrie 4.0 qui est développée dans le groupe. Notre marché est en pleine évolution avec l'électronification croissante des engins de travaux publics et une industrialisation soutenue de nombreuses plateformes. Nous devons, sur Vénissieux, adapter notre intralogistique pour pouvoir en fait fournir plus de gamme de produits avec plus de variantes, plus de composants et tout ça à isosurface et isostructure. Donc c'est dans ce cadre que nous étudions les solutions AGV pour pouvoir résoudre cette problématique.
Merci. David, en ce qui concerne Volvo Renault Trucks à Bourg-en-Bresse. Il faut que tu fasses un appui long sur le micro. Bonjour à tous. Oui, sur le site de Renault Trucks Bourg-en-Bresse, qui est le site d'assemblage des véhicules industriels, donc qui assemble toute la gamme haute des véhicules Renault Trucks pour le monde. Attends, on va te donner un micro en spare, voilà. On fait partie du groupe Volvo, qui est assembleur aussi de véhicules industriels, de camions et d'organes pour la fabrication des camions, les moteurs, les essieux et les ponts et les boîtes de vitesse. On pourrait ressembler à l'automobile dans les enjeux. Ça peut être des lignes d'assemblage qui pourraient ressembler à l'automobile, mais avec une diversité qui est bien plus importante. Et nous, notre enjeu principal, c'est bien la gestion de la diversité, la gestion des stocks liés à la diversité. Il n'y a pas... c'est pratiquement un camion est un produit unique et on ne fait pas des séries comme on peut connaître dans l'automobile. Et on a un deuxième enjeu dans les usines, c'est l'enjeu ergonomie. Puisque les pièces étant lourdes, il faut qu'on amène aussi de l'assistance à nos opérateurs pour préparer les kits et déplacer les kits dans nos usines. Dans ce cadre-là, on a commencé un projet qui s'appelait AGC 1.5. Alors c'est un gros mot parce que c'était plutôt des AIV ou des AMR, où on a envoyé un appel d'offres finalement à une vingtaine de fournisseurs qui nous ont répondu. 5 ont été testés grandeur nature dans les usines avec un circuit de test dans une usine en Suède. Et issus de ces tests, 2 fournisseurs ont été choisis pour répondre aux différentes problématiques de toutes les usines dans le monde Volvo, donc vraiment worldwide. Merci David. Ambroise, on passe du monde B2B à B2C avec le groupe SEB. Qu'est-ce qu'il en est chez toi ? Donc le groupe SEB, groupe industriel qui a pour mission de faciliter et d'embellir la vie quotidienne des consommateurs, tout en contribuant au mieux vivre, et ça partout dans le monde. Donc c'est un groupe industriel, 40 sites industriels dans le monde, qui a un besoin de se transformer. On a nous aussi cette problématique de réduction de taille de l'eau, d'augmentation de la diversité, d'une demande croissante des consommateurs de produits personnalisés. Donc on va réduire nos tailles de l'eau et augmenter la diversité. On va avoir un besoin d'être plus rapide dans la satisfaction de nos clients, donc dans la livraison aux clients. Donc pour ça, on doit accélérer nos flux dans toutes nos usines. Il faut être plus réactif pour répondre à cette demande qui est vraiment devenue dans l'instantané quasiment. Et pour ça, on a un premier travail qui est la simplification de flux, donc la suppression de la non-valeur ajoutée sur tous nos flux. C'est ce qu'on fait en priorité. Donc retirer tous les MUDA des flux pour ensuite être à même de mieux les digitaliser. Donc on a vraiment cette approche en 2 étapes. On va venir dans un premier temps simplifier nos flux pour être à même de les digitaliser par la suite. Et on se donne un objectif d'avoir une transformation réussie dans les 18-24 mois sur nos sites principaux. Très bien, on se rend compte qu'on est vraiment, c'est le bon moment, hein, c'est ça, on est dans un momentum. Alors là, si on regarde les industriels présents sur la table, autour de la table, pardon, en effet, on a des secteurs différents. Donc Aldes, l'aérolique, Bosch, plutôt la pièce méca et hydro et électro-hydro maintenant. L'automobile, même camion, en ce qui concerne Renault Trucks et SEB dans le B2C et les produits. Et on se rend compte qu'on retrouve des logiques de transformation, de la forte diversité avec de la production de masse, de la simulation de flux, ou en tout cas avant de digitaliser. Et comme vous le disiez tous, un besoin immédiat de passer ou d'intégrer de la technologie dans les process. Du coup, moi j'ai une question à vous poser vis-à-vis de ça. Quelles sont les applications sur le terrain de quelle partie du flux logistique chez vous on parle? Donc Jean-François, si tu veux démarrer. Donc pour Aldes, on a 3 flux principaux qui sont ciblés. Donc ça ne veut pas dire qu'on va tous les faire, mais au moins on a identifié. On a récupéré les composants qui sont en zone de réception pour les emmener ensuite dans les zones de stockage, les magasins.
On a un deuxième flux qui concerne les produits qui sont dans les magasins pour les amener en bord de ligne ou qui proviennent de nos machines de tête, comme des poinçonneuses, des plieuses, etc. Et on a un dernier flux qui concerne l'évacuation des lignes. Donc à savoir, on récupère tous les produits finis qui sont produits sur nos lignes, on les envoie sur une ligne de filmage ou d'emballage et on pourrait les envoyer directement dans notre zone d'expédition. On a une particularité chez Aldes, donc on parlait de diversité tout à l'heure sur les composants, mais on a aussi une diversité sur nos produits finis. Et la principale diversité, c'est les temps de cycle. On peut avoir des temps de cycle de produits finis qui sont de l'ordre de 30 secondes, on va dire, jusqu'à 10 heures. Donc on a besoin de synchroniser nos flux. Voilà. Ouais, 30 secondes, 10 heures, sacré grand écart. Pascal, tu veux dire un mot sur le sujet ? Oui, on est dans des logiques similaires. Notre problématique industrielle peut se synthétiser de manière assez simple. Nous devons amener plus de références en bord de ligne, pratiquement dans les mêmes surfaces ou dans des mêmes longueurs linéaires. Donc ça, c'est une première approche. Deuxième approche, c'est réellement d'éviter d'amener des pièces qui ne seront pas utilisées par la production à très court terme. On est un peu dans une logique de tension de flux où on va tenter d'amener les pièces au bon moment et par rapport à la variante produite. Pour ça, on va s'orienter sur des solutions qui vont utiliser des plus petites unités de manutention, qui vont être plus fréquemment livrées sur les lignes, approvisionnées sur les lignes, et tout ça, en fait, en maîtrisant nos opérations logistiques. Donc c'est dans ce cadre, en fait, hein, qu'on va et qu'on s'oriente, qu'on sent que l'AGV va vraiment nous apporter quelque chose de nouveau, tout simplement parce qu'il va nous affranchir des fréquences, des distances, et bien entendu, on va pouvoir aussi réduire notre charge logistique. Donc voilà, donc l'objet des premières pistes de solutions, c'est d'amener plus fréquemment, en toute petite quantité. On peut parler de tension de flux, mais tout en maîtrisant nos opérations. Donc voilà, les premières phases d'application, c'est d'amener vraiment les pièces à la variante en ligne. Le deuxième axe de développement, ce qui est montré aussi sur notre démonstrateur, c'est la solution d'amener non plus des pièces, mais carrément des structures de stockage. Et ces structures de stockage seraient pilotées réellement par rapport aussi à la variante. C'est-à-dire que là, on rentre dans un autre concept, c'est on introduit les premières briques en fait de l'atelier reconfigurable et de la production adaptative en complétant les structures actuelles par des structures variantes, des structures paramétrables en fonction de la production. Donc voilà les deux grands axes actuels de développement. On est réellement sur la thématique comment approvisionner mes lignes à forte cadence et avec de la variance. Donc voilà pour la partie Bosch Rexroth. Merci Pascal. Groupe Seb, Ambroise. Alors, au niveau du groupe, Seb, on a effectivement aussi, nous, ces trois aspects de flux. Hein. Il y a ce flux amont, avec nous une spécificité aussi, c'est qu'on a beaucoup de composants qui viennent d'Asie, donc on a du conteneur à dépoter, et après il faut refaire des palettes et ranger, et on aimerait bien un peu automatiser ça. Il y a tout sous ce flux amont, ce flux intralogistique sur nos sites, et le flux aval. On est en train de regarder dans un premier temps pour automatiser les flux fin de ligne, parce qu'on a trouvé que c'était peut-être des choses plus simples à mettre en œuvre. La palette est terminée, on peut l'envoyer dans un magasin d'expédition et après elle est la ranger. Là où le flux intralogistique, on a déjà des expériences dans nos sites et on se rend compte qu'on a du mal à passer à l'échelle. Donc il y a un nœud à cet endroit-là qu'on est en train d'essayer donc déjà qu'on va essayer de simplifier pour pouvoir automatiser.
Et ce que je disais aussi, donc on regarde aussi l'amont du flux, et notamment tout ce qui est dépotage de conteneurs où on cherche des solutions automatiques, et ça c'est moins évident. David, pour finir. Pour finir, alors Pascal et Jean-François parlaient de lignes. Nous, pour l'usine de Bourg, il faut bien imaginer une ligne d'assemblage, à quoi ça ressemble. C'est 450 mètres linéaires de lignes d'assemblage de production, et nos flux sont plutôt organisés en arête de poisson, c'est-à-dire que des flux transversaux aux différentes lignes de production. On part d'une zone de stockage, une zone de kitting. Je vais citer souvent ce nom-là, mais c'est une zone de préparation de collection de pièces pour gérer la diversité. Ces pièces passent par une zone de petits sous-ensembles. On fait des sous-ensembles pour le camion, et c'est ces sous-ensembles qui sont montés de manière transverse sur les lignes principales. Ces sous-ensembles-là sont livrés pour la ligne la plus proche quasiment à la main, et là on voudra amener d'un peu d'assistance à l'opérateur par de la livraison en automatique, ou par un ramassage pour aller livrer la deuxième ligne avec un train de chariot, un certain nombre de chariots derrière une motrice. Et là encore, pourquoi imaginer une automatisation de ces flux. Donc voilà, pour essayer de s'imaginer l'usine de Bourg, c'est 450 mètres dans un sens, 150 mètres dans l'autre, et des flux transversaux. Et donc on a une notion forcément de gain à réaliser avec des véhicules autonomes, mais ce n'est pas la seule chose qu'on veut résoudre. Il y a bien une notion d'amener de l'assistance à l'opérateur pour faire en sorte qu'il se déplace moins ou qu'il n'ait pas à déplacer son kit. Un des premiers cas d'usage qu'on a rentré, c'est avec un véhicule qui est dans la salle aujourd'hui, qui amène de l'assistance à l'opérateur pendant qu'il fait sa préparation de kit. Donc le chariot le suit. Quand il a fini la préparation de son kit, il appuie sur le bouton et le robot va livrer en automatique les 2 points de consommation par la suite. Merci David. Donc c'est sûr qu'on vous êtes encore une fois de secteurs différents. On se rend compte qu'il y a une belle synergie de cas d'usage quand même. J'ai noté le mal à passer à l'échelle. Hein. C'est une discussion qu'on a eue avec certains d'entre vous aujourd'hui. Donc la techno est là et c'est l'intégration qui va compter. Vous avez parlé d'applications industrielles. Certains d'entre vous d'ailleurs ont parlé de la pièce qui vient à l'opérateur, le fameux good to man en termes de concept. D'ailleurs les concepts, puisqu'on y est, quels sont les grands concepts logistiques et intralogistiques qui sous-tendent vos actions? Qu'est-ce qui sont en vogue chez vous aujourd'hui là? Alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Je vois que le spécialiste chez Volvo du Dynamic Location est en face de moi. Donc je vais essayer d'avoir son approbation visuelle pendant que je parle. On sait qu'aujourd'hui, on a de la diversité à gérer. On a l'électrification des véhicules qui va arriver d'ici la fin de l'année prochaine, qui va nous amener, alors j'espère pas dire de bêtises, mais pour donner une échelle, entre 1000 et 2000 nouvelles références à gérer, avec un objectif de ne pas construire de nouveaux bâtiments et de pouvoir faire rentrer et pouvoir gérer les flux de ces pièces à l'intérieur des bâtiments existants. Donc il va falloir qu'on soit inventif en termes de flux, et un des concepts de flux qu'on veut mettre en place, c'est ce qu'on appelle le Dynamic Location, le Good to Man. Historiquement, nos zones de kit sont organisées de manière à ce que l'opérateur il ait devant lui toute la complétude des références qu'il a pour son kit. Donc vous imaginez bien, quand vous avez une palette pour chaque référence, la surface nécessaire pour implanter toutes les références. L'objectif du Dynamic Location, c'est de faire venir la palette nécessaire au moment où il a besoin de piquer, et que la palette, une fois qu'on n'a plus besoin de piquer de pièces, elle retourne au stock. Et elle ne retourne pas forcément du point de stockage de là où elle est partie, mais du point de stockage disponible dans notre stock. Donc ça demande de la gestion avec nos systèmes informatiques, avec nos systèmes de gestion de stock, entre la gestion de flotte des différents mobiles robots et notre système de gestion de flotte en interne dans les usines. Donc il y a un gros challenge aussi là-dessus. Merci. Et est-ce que c'est le cas chez Bosch Rexroth aussi? Tout à l'heure, Pascal, tu parlais d'évolution de vos patterns en production. Ouais, donc le Good to Man, c'est au cœur ou... Donc là, voilà, ce qu'on vient d'exposer ici, ce type d'approche d'appel des pièces par les lignes et d'allocation vont nécessiter en fait des interfaces très dynamiques entre la logistique et la production. Tout simplement parce qu'on imagine des transferts fréquents
d'appel de pièces par les lignes, mais aussi de retour en magasin. Et donc, ce qu'on commence à voir apparaître, c'est qu'on va avoir besoin d'une imbrication très importante, une imbrication logique et physique entre le système de manufacturing et le système logistique. De plus, ce type de technologie, notamment les AIV, pour nous, vont avoir besoin d'une autonomie de plus en plus grande en termes d'allocation d'emplacement, tout simplement pour qu'ils puissent travailler, gérer éventuellement des buffers entre la logistique et la production, et puis tout simplement pouvoir gérer aussi par eux-mêmes des zones d'attente. Et dans ce cadre, effectivement, l'allocation dynamique nous paraît une brique très proche de l'exploitation des AIV et primordiale en fait dans ce qu'on va pouvoir viser en termes d'exploitation. Donc voilà, pour nous, l'appel par ligne, la mise à disposition de composants sur variante vont essentiellement s'appuyer aussi sur cette notion d'allocation dynamique, de manière à ce qu'on puisse trouver les bons équilibres entre les pickings et puis aussi s'assurer en logistique de la bonne information et des bons emplacements. Donc voilà pour moi pour la partie ce qu'on voit sur le site, sur cette notion d'allocation d'emplacement dynamique. Merci. Donc au niveau du groupe SEB, on a depuis déjà quelques années des logiques de petits trains où effectivement on vient approvisionner ces lignes-là. Demain, on a, je vous le disais tout à l'heure, une baisse de nombre de pièces à fabriquer par référence. Et pour l'instant, on a plutôt une ligne par type de pièce. Et on va travailler sur des lignes multi-références. Et pour ça, les bords de ligne devront être configurables. Et c'est vraiment ce concept qui est amené par ces capacités AGV et AIV, peu importe le nom, j'ai envie de dire, de réordonnancer un bord de ligne assez rapidement, va être très important pour nous permettre de, dans la même taille, voire moins de mètres carrés, faire le même nombre de produits avec une plus grande diversité. Ça, c'est le concept, ça, c'est la ligne directrice. Pour ces parties multiplicité, après, sur les lignes à très gros flux, avec des flux stables, quand vous avez des produits à 2 ou 5 secondes ou 15 secondes de temps de cycle, vous avez des telles consommations de pièces que là, la multiplicité d'approvisionnement est plutôt en palette complète ou en carton complet. Donc, on va moins avoir cette problématique-là. Donc, on a vraiment, en fonction des volumes, on va avoir une problématique qui est assez différente. Et la flexibilité des outils pour amener ces pièces de façon, j'ai envie, temps masquée, va nous permettre de garder notre compétitivité demain et de garder nos usines productives. Merci Ambroise. Pour Aldes, je vais rebondir sur ce que mes collègues viennent de dire. On a la même diversité, enfin la même idée de diversité. Et l'idée, c'est vraiment pour nous de pouvoir synchroniser nos flux. C'est une vraie complexité. On a des pièces qui partent de différents magasins, de différentes machines, et on a les informations qui sont disponibles aujourd'hui dans nos systèmes. La question, c'est comment on fait pour synchroniser tout ça sans que ce soit un vrai casse-tête pour l'homme, en fait. Donc, d'où l'idée d'aller vers de l'automatisation et puis de faciliter la vie de nos opérateurs. Quand on parle de mettre en place des AIV ou AGV, peu importe, on parle aussi de sécurité. Et c'est important d'avoir, on parlait, l'idée c'est pas d'augmenter nos surfaces de bord de ligne et tout ça. Donc c'est vraiment de réussir à faire cohabiter les AIV avec l'homme, on va dire. Et du coup, l'idée c'est d'avoir une approche collaborative avec eux pour construire le projet et de façon à les intégrer dans nos processus et qu'ils soient acceptés au niveau de nos personnes, de nos opérateurs. Merci à vous quatre. Alors du coup, on a parlé concept, application. Là, je pense qu'on a coché la case. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, parce que c'est la teneur des discussions autour des démos depuis 9h ce matin, avec tout un chacun,
quelles sont vos expériences, vos réussites actuellement là, si vous pouvez partager avec les gens qui sont là. Où est-ce que ça pêche? Quelles sont vos ambitions? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Allez, je vais démarrer. Donc, pour Aldes, en fait, il faut savoir qu'on a mené un projet en 2014 et finalement, au vu de toutes les contraintes, on a jeté l'éponge. Pour faire simple, on avait des contraintes de bâtiment, on avait des dénivelés et donc la technologie ne permettait pas de répondre à nos problématiques de dénivelé. On avait des problématiques d'allées étroites avec des poteaux un peu imbriqués, comme chacun imagine bien dans des vieilles usines, on va dire, un peu de partout. On avait aussi une contrainte relativement forte qui était l'IT. Il faut savoir que pour faire fonctionner tous ces moyens de demain, on a besoin d'interfacer, on va dire, nos différents logiciels. Et là, on était sur un logiciel maison, donc difficile à faire évoluer. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir connecter le plus simplement possible. Et ce sera possible aujourd'hui puisqu'on est en train de revoir nos systèmes informatiques. Pour faire ça, ce qui a été compliqué également, c'est la diversité de nos produits et avec des supports qui ne sont pas standardisés. Quand je dis support, ça peut être des palettes, des bacs, des produits qui n'ont pas forcément d'emballage, donc difficile à charrier, on va dire. Et aujourd'hui, je dirais, c'est vraiment une chance d'avoir des événements comme celui-ci à la ruche industrielle où on rencontre d'autres industriels avec qui on partage vraiment nos problématiques, nos expériences. Et par exemple, est-ce qu'on prendra demain des systèmes, on va dire boîte noire entre guillemets, qu'on va interfacer dans nos solutions, ou est-ce qu'au contraire, on va vouloir des systèmes ouverts et puis rentrer vraiment dans la maîtrise de ce système? Donc c'est vraiment ces échanges-là qu'on a tous ensemble et merci encore. Et l'idée, c'est de pouvoir, grâce à ces expériences-là, aller beaucoup plus vite sur la mise en œuvre, puisque ça permet d'éviter les erreurs qui ont pu être faites par les uns les autres, permet de capitaliser sur ce qui marche bien au contraire. Et puis, pas oublier aussi le changement de culture qu'on doit inculquer dans nos entités. Voilà. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Jean-François. Effectivement, c'est des sujets qui sont complexes. On a à peu près démarré en même temps nos projets AGV. On a 4 sites aujourd'hui qui ont des AGV, 2 sites qui ont des AGV, ce que j'appelle lourds, c'est-à-dire plutôt des chariots élévateurs qui ont été robotisés, et 2 sites qui sont partis sur de la technologie petite AGV, AIV. Voilà. Et bon, sur un des sites où on a mis un AGV lourd, ça a été un échec pour des raisons humaines, pour des raisons IT et pour des raisons de solutions qui n'étaient pas abouties. Et vu les montants, c'est quand même dommage aujourd'hui. Et on a du mal, hein, j'en parlais tout à l'heure, de passer à l'échelle de par les coûts de ces solutions. Alors les coûts baissent de façon constante, donc ça va être un vrai atout qui va nous permettre de digitaliser ça. Les systèmes deviennent plus simples à opérer aussi, moins complexes à mettre en œuvre, à dépanner. Et du coup, on va réussir, on va demain réussir ces transformations. Je rejoins le côté un peu boîte noire. Nous, on a, comme beaucoup d'industriels, une volonté de maîtriser notre donnée, de la garder, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça a de la valeur. Il faut qu'on puisse être propriétaire de ces solutions et de ces données, tout au moins, et qu'on puisse les exploiter. Donc, il y a aussi cette problématique de comment j'ai un système, comment il est interfacé, est-ce que j'ai accès à la donnée? Après, qu'un autre ait accès, il n'y a pas de souci, mais comment je peux l'optimiser demain pour en faire un peu d'analytics, de choses comme ça. Donc, on voit aussi, on sent venir que ces nouvelles technologies vont nous ramener aussi des informations sur comment s'est passée notre production, pourquoi les EGV étaient à tel endroit, à tel moment, donc c'était pas fluide, donc il y a eu des problèmes en production, et ça va nous aider aussi demain à améliorer notre production, et donc l'aspect données extrait de ces sujets-là va être un sujet. Merci Ambroise. Alors les difficultés, comme vous pouvez imaginer, nous ça fait 3 ans maintenant qu'on a commencé à travailler sur les AIV à l'usine de Bourg. Le projet, voilà, il est à peu près de 3 ans. On n'a encore pas transformé
le premier arrivé en production. Ça va probablement être le cas après les congés. Mais les difficultés qu'on a vues jusqu'à maintenant, c'est bien une notion de change, de mentalité des utilisateurs, bien sûr, qui ont l'impression que les véhicules automatiques, ils vont leur prendre leur boulot, alors que finalement, on est là pour amener de l'assistance et faire en sorte que les opérateurs ils viennent se concentrer plutôt sur des activités à forte valeur ajoutée, mais aussi le change des structures. On parlait de l'IT, on parle de la maintenance, on parle d'un certain nombre de métiers qui sont aujourd'hui pas réticents, mais qui ont des difficultés à appréhender des nouvelles technologies. Et une des bonnes pratiques qu'on a appris alors en participant via la ruche à d'autres projets, c'est il faut faire des démonstrateurs dans les usines et il faut faire des bacs à sable dans les usines pour que les utilisateurs et les différents métiers puissent toucher la technologie pour transformer de la technologie dans un TRL, alors une maturité technique qui soit acceptable pour tout le monde et qu'ensuite on puisse les implanter dans l'usine. Donc j'ai 2 personnes de l'équipe qui sont là, mais qui sont là aujourd'hui aussi pour, dans l'usine, créer un jumeau numérique, un jumeau de l'application pour qu'on puisse la faire tourner en temps réel et puis que les gens puissent voir que ça amène des choses et que ça ne vient pas prendre le boulot des gens. Et David, je t'interromps une seconde. Là, tu parles de preuve de valeur dans l'usine. On teste un concept et on fait une preuve de valeur et pas la fameuse preuve de concept, le fameux POC, que certains décrivent comme la vallée de la mort de l'innovation, où rien ne se passe, on fait des POC, on fait des POC, on fait des POC. Donc là, on est bien d'accord que sur les notions de projet qu'on mène à la ruche ensemble, on est sur la preuve de valeur dans l'usine. C'est ça dont tu parles? Oui, on fait vraiment le même cas. Alors, on pense industriellement que ça coûte cher, mais en fait, l'argent qu'on investit, c'est du temps à ce moment-là pour développer la solution en parallèle de l'usine. Il faut avoir un petit bout de surface, on n'est pas obligé de le faire à l'échelle 1, mais un petit bout de surface pour développer la solution. Et ça permet à tous les utilisateurs, je dirais, logistiques et les utilisateurs autres, on parle de la maintenance, on parle de la qualité, on parle de la sécurité, qui peuvent des fois être des freins dans les usines, de venir voir la réussite et la valeur de la solution avant qu'elle soit dupliquée. Tu as raison. Merci David. Oui, bien, sur le site de Bosch Rexroth, on est encore une fois dans la même démarche. On pense qu'il est nécessaire de démarrer des expérimentations rapidement, dans des cadres, dans des périmètres, on va dire, courts, maîtrisés, de manière à pouvoir déjà apprendre de la technologie et de commencer à se projeter dans les impacts futurs au niveau de l'organisation. Donc l'autre avantage, c'est qu'effectivement on doit présenter la technologie et rassurer l'ensemble de nos équipes sur ces nouvelles technos. Donc on est aussi dans cette démarche et pour ça donc on travaille par chantier, on va dire des chantiers pilotes. Premier chantier pilote, et d'ailleurs qui est déjà en stabilisation, c'est donc une application d'évacuation de produits finis en sortie de ligne de montage. Et dès la sortie de notre solution Active Shuttle, on l'a mis au plus près de nos applications avec la création d'un POC, d'un démonstrateur, ce qui nous a permis aussi donc de vérifier l'aspect collaboratif et puis aussi de vérifier nos concepts. On a donc dans ce cadre aussi pu analyser ce qui allait se passer ou les contraintes qui allaient se produire entre nos systèmes de stockage actuels et puis la machine. Donc là, on est réellement sur les interfaces. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir se projeter. Donc voilà, une approche de toute manière, apprentissage rapide par des boucles rapides, apprentissage de la machine et puis surtout projection sur le futur. Et donc voilà, donc pour nous on en est donc on a réalisé une première application, on est sur un POC qui est positif. On est en recherche de solutions sur l'interface entre la production et le système pour générer les appels directement par les lignes. On a des contraintes particulières, nos solutions doivent être très très simples et elles doivent aussi pouvoir s'intégrer sur l'ensemble du site, donc c'est une petite contrainte complémentaire.
Et l'approche me paraît logique dans le sens où c'est des nouvelles technologies, nos architectures ne sont pas forcément encore adaptées et on va devoir en permanence pivoter, peut-être réorienter sur des solutions avec l'amener de solutions techniques nouvelles. Donc voilà, même démarche, on teste sur de l'application réelle, très proche de nos équipes, et puis on implémente notre système. Donc voilà pour la partie en fait, réalisation et démarche de mise en œuvre. Je rajouterai juste un point, mais c'est plutôt personnel. C'est des technologies qui sont en fait très innovantes et qui s'adressent, c'est une particularité, qui s'adressent à des milieux qui ont besoin de beaucoup de stabilité. On parle de qualité, on parle de système de production, on parle de qualité. Et là aussi, il faut y aller progressivement et en entraînant, de manière à ce qu'on puisse en fait, trouver les bonnes solutions avec l'ensemble des équipes, ce qui n'est pas forcément facile parce qu'ils ont besoin de stabilité et il faut réellement qu'on ait une approche de progression, on va dire, on peut donner l'aspect de la qualification de tranquille. Il faut qu'on puisse aussi déployer de manière homogène, cohérente et surtout progressive. Et sereine, ouais. Très bien, je pense qu'on a bien fait le tour. Moi, quand je vous écoute, j'entends finalement ce qui a été dit ce matin. Il y a, encore une fois, la techno est là, mais je crois qu'on parle de quelques pourcents des industriels équipés. Donc il y a un momentum, mais on entend passage à l'échelle, standardisation. Certains parlent même des antennes, qui dans des zones blanches de l'usine qui ne sont pas tout le temps faciles à gérer. Vous parliez aussi de change sur les métiers. Ce qui me pousse à la question suivante. Je pense qu'on a bien couvert la notion d'avenir, là où vous allez. Donc si on va directement à l'humain dans tout ça, finalement, les métiers, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes là, qui sont en train de faire leurs études ou qui arrivent sur le marché de l'emploi? Quel signal un peu positif on peut leur envoyer en disant que l'adéquation de techno et cas d'usage va, dans les années qui viennent, certainement donner de belles choses. Donc là, si on démarre avec Aldès, par exemple. Jean-François, chez toi, ça donne quoi? Alors, pour nous, donc, c'est en fait, ces solutions, elles vont complètement se démocratiser demain. Comme tu disais, Bertrand, il n'y a que quelques pourcents d'entreprises qui sont équipées en AIV aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de pouvoir assembler ces technologies un peu comme des Lego. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment, on a une problématique terrain, on regarde quelle est la technologie et on l'implémente. Il faut vraiment que ça ait une valeur sur le terrain, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On pourrait très bien imaginer, les technos sont disponibles aujourd'hui, alors si on pousse un peu loin, un magasin rotatif, on pourrait très bien imaginer une préparation de commande avec de la vision couplée avec un robot, enfin un robot couplé avec de la vision. Derrière, une petite formeuse de caisse dans laquelle on vient faire de la préparation de commande, on vient déposer ce qui a été préparé par le robot dans le carton. On pourrait très bien emballer directement le produit, avec un robot faire la palettisation et pourquoi pas avec un AIV terminer le flux pour l'envoyer en zone d'expédition. Donc ça c'est vraiment, je dirais aujourd'hui toutes les technos sont possibles, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusque là, on peut se poser les questions, encore une fois on est là pour ça aujourd'hui. Et pour nous, pour Aldès, c'est vraiment simplifier la vie des opérateurs, que ce soit en logistique ou en production, c'est vraiment améliorer la performance de se servir de ces technos-là pour améliorer la performance et de la sécurité. Et j'ai groupé les deux dernières questions pour pouvoir permettre de capturer des questions dans la salle et online. Donc un petit message sur l'humain, si on groupe vos réponses avenir et humain, on va dire, pour simplifier. Sur l'humain, moi je suis convaincu que ces solutions vont vraiment transformer les métiers d'aujourd'hui. Donc on est vraiment en pleine mutation des métiers. Que ce soit, on connecte en fait des mondes qui n'étaient pas du tout connectés avant, comme par exemple la maintenance, on va parler de l'IT, de l'IoT, donc les compétences vont évoluer, elles vont évoluer et ce sera encore plus le cas demain. On parlait de data tout à l'heure, voilà, c'est des métiers d'avenir qu'on va retrouver dans les usines demain. Et pour rassurer nos opérateurs, il y aura toujours des opérateurs demain, je suis convaincu qu'on est là pour leur faciliter la vie. Et pourquoi pas féminiser nos équipes, puisque la technologie permet aussi de lever des contraintes. On parlait tout à l'heure avec les équipes de TMS, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un appel aux équipes.
Donc deux questions. Tu parlais d'avenir, notre vision d'avenir au niveau du groupe SEB. Effectivement, j'aime bien le proof of value plutôt que le proof of concept, parce que les concepts, on en fait plein. Effectivement, c'est comme les concept cars, c'est beau dans les salons et ça, c'est jamais sur la route. La preuve de valeur est vraiment nécessaire, avec passer par des phases de test and learn, de ne pas avoir peur de se tromper. Des événements comme aujourd'hui, la mise en relation avec d'autres industriels, je regarde j'allais dire mes collègues, mais c'est pas loin, c'est dans le cadre de la ruche, c'est le cas. De travailler ensemble sur des projets, ça a vraiment beaucoup de valeur, on va plus vite. Et sur la partie humain, pour moi, il y a deux aspects. Il y a un aspect pénibilité, où on va retirer de la pénibilité sur des boulots qui ne sont pas très intéressants quand même, en plus. Et on va du coup leur permettre. Et on va, derrière l'autre aspect, c'est on va relier tout ça à tout un tas de systèmes informatiques. Il ne faut pas avoir peur de ces choses-là. De toute façon, on y arrive. Aujourd'hui, on est conditionné par notre vie et dans notre smartphone, donc les gens ont l'habitude de ça. Il y a un change management qui est important. Il faut vraiment embarquer les gens dans les ateliers, mais pas que les ateliers, dans les fonctions support aussi. Leur expliquer le changement. Donc il y a un énorme travail de change management à faire qui est vraiment très important, qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc là, tu parles d'acceptabilité. D'acceptabilité, oui. Il y a une énorme acceptabilité à travailler sur le sujet. Parce que si dans toutes les usines, on voit qu'on n'est pas passé à l'échelle, certes, il y a une barrière techno, mais il y a une barrière acceptabilité qui est importante. Il faut faire le travail, il faut être sur le terrain, il faut aller voir les gens, leur expliquer qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a un AGV que ça va leur piquer leur boulot. Oui, effectivement, il y a des contraintes. Il faut être plus rigoureux dans le process. Bah oui, c'est comme quand on a automatisé des lignes. On a dû être obligé d'être plus rigoureux dans les process. Et ça va amener de la rigueur, mais cette rigueur va être au service de la flexibilité. Et message aux jeunes, l'industrie, c'est chouette. Il y a plein de trucs à faire. Il y a des métiers, des tas de métiers à tout niveau, pour les hommes, pour les femmes. Il y a vraiment des transformations géniales, que ce soit des transformations humaines, des transformations techniques. Et on a besoin de gens motivés qui ont envie de porter ces transformations avec nous, quoi. Voilà. Merci. Je ne sais pas si je peux rebondir, Ambroise a déjà tout dit, mais non, quitte à enfoncer une porte ouverte, mais les usines de demain, ce n'est pas les vidéos de YouTube qu'on voit d'Amazon où il n'y a que des véhicules automatiques qui se promènent et il n'y a pas un opérateur à 1 km à la ronde. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas comme ça qu'on voit l'usine de demain à l'usine de Bourg et dans le groupe Volvo en règle générale. L'objectif, c'est bien de se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée, d'enlever un peu de la charge cognitive. Pour donner un élément de contexte, mais un opérateur de kitting, aujourd'hui, avec l'implantation actuelle, il arrive à faire 10 km par jour. Préparation de commande, c'est ça? Préparation de commande de kit. Il se promène dans une zone de kit pour faire sa collection. Sur une journée de production de 7h30, il arrive à faire jusqu'à 10-12 km. Donc demain, si c'est la pièce qui va à lui, eh ben, ergonomiquement, il arrive moins fatigué le soir et il s'est concentré sur son opération qui est de faire du piquage de pièces, voire de la petite préparation, parce que du coup, ça lui libère du temps pour faire de la petite préparation. Et du coup, on se concentre sur des activités à forte valeur ajoutée. Et c'est un gain pour l'entreprise forcément, mais c'est aussi un gain pour les opérateurs et c'est ce vers quoi on va aller. Le monde de demain, on est tous jeunes dans l'usine, mais malgré tout, enfin ici autour de la table, mais malgré tout, on commence à être des vieux cons. Et donc, on aura besoin des jeunes de demain justement pour faire marcher tous ces systèmes-là et d'amener de l'intelligence et d'amener cette flexibilité-là qui va être nécessaire pour garder de l'activité dans nos belles usines. Et je rejoins ce qui a été dit. Aujourd'hui, on est à 3-4% de femmes sur les lignes d'assemblage. Et en continuant à travailler sur l'ergonomie et en continuant à travailler sur tous ces aspects un peu sociaux, on espère pouvoir aussi féminiser l'industrie qui est vraiment très belle. Et je rejoins Ambroise là-dessus. Et on envoie des femmes dans nos projets. Donc, d'ailleurs, même en chef de projet. Pascal, le mot de la fin avant d'accueillir les questions. Bien, écoutez, je vais vous partager en fait des valeurs essayer de partager des valeurs de Bosch Rexroth concernant les solutions Industrie 4.0.
L'ensemble de ces solutions, nous les développons avec des exigences de collaboration et de flexibilité avec les humains et surtout au cœur de nos processus. Donc dans les usines, c'est des valeurs qui nous paraissent très importantes. On va appliquer ces valeurs et les déployer au sein de nos usines. Donc on assiste l'humain et en aucun cas on va le remplacer. Ces technologies vont nous permettre en fait d'augmenter nos solutions actuelles avec les équipes, au cœur des équipes. Le gros challenge en fait, ça va être comme je vous l'ai dit précédemment, c'est d'animer l'innovation au cœur de ces processus. Je pense personnellement que la période est passionnante. Elle va nous apporter, les solutions techniques vont nous apporter de nouvelles visions. On le voit avec des concepts qui commencent à émerger. Et les cas d'usage sont encore à travailler et à découvrir. Et dans ces différents aspects et dans ce cadre, on pense sincèrement que les échanges et le développement collaboratif avec un tissu d'industriels vont être primordiaux pour pouvoir échanger et pouvoir en fait se projeter plus facilement et avec plus de sérénité dans ces nouvelles technologies. Donc voilà pour la partie humain et technologie. Donc de la passion, ça fait un peu du bien, de l'envie, de la passion. C'est vrai qu'on vit une sortie de Covid quand même où, économiquement parlant, ça commence sacrément à accélérer. Et voilà, la période est... Voyons le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Je voudrais ouvrir des questions pour un échange avec la salle, qu'elle soit digitale ou physique à la ruche. Pour poser les questions dans le chat, c'est très facile, il suffit de les poser à l'écrit ou à l'oral. Dans la salle, par contre, pour être accord avec les contraintes sanitaires, on vous propose un micro en mode Jacques Martin. Donc ceux qui veulent venir poser une question, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est un petit peu... Mais allez-y, n'hésitez pas. Vous parlez très fort dans la salle et on relaiera la question, on la répétera. Même pas de petites questions, c'était très clair. Bon, très bien. Donc écoutez, en tout cas, moi, pour conclure cette conférence et embrayer sur la suite de l'événement HGV Days, je voulais vous dire aussi qu'on était très contents, évidemment, aujourd'hui, on vient de voir les industriels, côté pile, le côté face de la pièce, la même pièce, c'est les partenaires technologiques. Donc encore une fois, on l'a dit en intro d'événement, mais nous, aujourd'hui, on est ravis de partager l'événement avec nos partenaires Omron, SICK, Balio, Effidence qui sont venus donc, avec Manitou, Bosch Rexroth évidemment. Et dans la salle, dans le labo, on y retrouve donc SICK et Inetom qui travaillent sur le contrôle de flotte, donc à 2 niveaux différents, donc avec le suivi de flotte et le contrôle de flotte. Sujets qui seront éminemment importants, sûrement dans quelques années, en plus, quand le pourcentage d'AGV dans l'industrie va augmenter. Aujourd'hui, on a des flux encore un peu étanches, mais dans l'avenir, il n'y aura pas que l'interface homme-machine, il y aura les robots entre eux. Et je voulais finir en vous disant que l'objectif de la ruche, c'est de continuer à faire des projets interindustriels, un partage de mutualisation de moyens. Donc on n'est pas sans moyens dans l'industrie aussi. Et nous, on partage nos moyens pour résoudre nos problèmes tous ensemble. Et la ruche pilote les projets. Donc je voulais vous dire qu'on a 3 projets et sûrement un 4e qui est en ligne de mire. Donc le premier, c'est la simulation et l'optimisation des flux, dans lequel on retrouve notamment certains spécialistes qui ont été cités tout à l'heure. Donc on simule. Une fois qu'on a simulé, on fait un choix. Est-ce qu'on investit ou on n'investit pas? Si on investit, notamment dans des AGV, eh bien on automatise et on gère le change, on gère l'adéquation avec l'homme. Le deuxième projet, c'est un projet de vision. Donc la vision, l'utilisation de la vision industrielle ou du deep learning pour le contrôle qualité, qu'on a déjà mené sur le semestre 1 et qu'on vient un plateau technique ruche qui est juste derrière vous, qu'on va répliquer sur le robotized kitting, donc la préparation de commandes robotisées. Très intéressant. On rebondit sur ce que tout à l'heure disait Jean-François, le robot sur l'AGV ou le robot sur le poste de kitting, ou en tout cas le robot en corrélation avec le flux de l'AGV. Et puis le dernier, qui est un projet aussi qu'on mène aujourd'hui déjà, ce fameux jumeau numérique, alors ce qui veut dire plein de choses, continuité numérique.
entre le BE, la prod, le bureau d'études, la prod pardon, et en passant par les méthodes. Donc là, on a un vrai travail à faire sur la donnée, la qualité de données, comment elle voyage d'un secteur à l'autre de l'usine. Voilà, donc moi je voulais vous inviter, puisqu'aujourd'hui c'est un événement réservé aux membres, à bien noter qu'on a 2 commissions projets importantes, une le 6 juillet et une le 31 août de mémoire, qui sont généralement charnières pour la ruche, puisque je vous le rappelle, on travaille toujours sur les besoins industriels. Donc là, on va vraiment sélectionner nos projets du semestre 2 et de 2022 sur cette base à l'été. Donc fort à parier que cette journée d'aujourd'hui va nous donner un beau terreau pour aller travailler ensemble des problématiques industrielles autour des AGV. Et je crois qu'il doit y avoir une question, vous me faites signe depuis tout à l'heure. Voilà, question, quels sont vos retours d'expérience sur la mise à niveau des systèmes d'information et de l'IT en général pour supporter les cas d'usage et les projets AGV? Donc, entre parenthèses, investissement, complexité et contraintes. Je ne sais pas qui veut répondre. Donc on est sur l'IT. J'allais dire never ending story. Il y a un travail en fonction de la maturité des sites qui peut être assez colossal. On a bien l'AGV en fait, il est entre guillemets très bête. Hein. Il va de A à B et il va de là où on lui dit d'aller uniquement. Et donc toute l'intelligence de lui envoyer l'information est peut-être complexe. Comment on arrive à détecter qu'on a consommé les produits, comment on arrive à détecter que les palettes sont pleines, les bacs sont vides et les bacs sont pleins. Il y a un travail d'architecture IT qui est colossal, qui passe, tu faisais référence au projet continuité numérique, qui passe par une continuité numérique, voire une continuité de l'information, mais aussi de où est la pièce dans le flux, à quelle étape et à quelle avancée. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Moi, c'est mon message. Il ne faut pas qu'on ait une continuité numérique parfaite pour y arriver. Commencez simple. Commencez par des fins de flux, par des choses qui vous semblent, après un petit coup de ligne, hein, bien sûr, mais qui vous semblent évidentes. Et derrière, vous verrez, vous allez tirer les briques techno une par une. Donc, oui, il y a du boulot, mais ça vient sur le chemin et pour moi, ce n'est pas un frein. Je vais peut-être compléter pour Aldès. On est en train de revoir notre MES. En fait, on était sur un logiciel, on va dire, qu'on a adapté, on va dire un peu maison, et on est en plein dedans. Et pour rebondir sur ce que dit Ambroise, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, il faut ouvrir, il faut simplifier, et il ne faut pas avoir peur en fait. Hein. Donc, on fait des tests. Je sais qu'on a Béatrice qui est là aujourd'hui avec quelques soucis dans les usines, mais c'est pas grave, il faut y aller et c'est encore une fois l'opportunité de changer nos façons de faire, de simplifier et de préparer l'avenir parce que pour mettre en place des AIV, il faut qu'on ait des choses beaucoup plus simples et rationnelles en fait. Très bien, je crois que c'est bon pour le mot de la fin. On retient la connexion du monde IT avec le monde de l'automatisme industriel qui est l'outil. C'est aussi ce qu'on essaye de faire tous ensemble tous les jours et fort à parier qu'on réussisse. Voilà, merci d'avoir suivi cette conférence. On est pile poil à la virgule près à l'heure. Et je vous propose de continuer l'événement. Et je vous souhaite à tous un bon appétit pour ceux qui sont online. Merci à tous. Merci.